Alors, si je vous dis Météui, Vanessa, vous pensez à quoi? Moi, je pense à un boulevard, voilà, uniquement. Évidemment, ce boulevard bien Long connu, boulevard. qui traverse entre autres Molenbeek et des communes voisines. Mais c'est bien plus que cela. Météui, c'est surtout Louis Météui, c'est un ancien bourgmestre de Molenbeek, une commune d'ailleurs qu'il a contribué à moderniser. Mais ce n'est pas que cela non plus, parce que Louis Météui, c'est beaucoup plus. Alors, sa vie, son œuvre, on en parle avec vous, Anne Morelli. Bonjour, merci Bonjour. d'être là. Vous êtes historienne, professeure honoraire de l'ULB, et puis vous êtes l'autrice d'un ouvrage, Louis Météui, bien plus qu'un boulevard, et vous êtes d'ailleurs aussi commissaire d'une exposition qui porte le même titre et qui se passe au Carrevelt. Alors, Anne Morelli, pourquoi vous vous intéressez à ce personnage? Vous dites vous-même que vous le trouvez fascinant. Pourquoi? Eh bien, c'est vraiment un homme orchestre. Finalement, le fait qu'il soit bourgmestre, je dirais que c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est un homme du tournant entre le 19e et le 20e siècle, qui a embrassé l'idée du progrès, l'idée de la modernité, de la science, de la technologie. Et donc, dans ses ateliers de Molenbeek, il construit, par exemple, avant 1900, une voiture électrique. Ouais, racontez-nous ça, parce que ça, on a du mal à l'imaginer. Oui, mais ça ne marchait pas tellement bien, parce qu'il y avait un problème avec les batteries à l'époque. Et donc, il s'est converti, après la voiture électrique, à la voiture à pétrole, comme on disait à l'époque. Et donc, sa voiture, qui s'appelle la Belgica, a un certain succès dans les foires internationales. Et il va parallèlement construire des vélos. Et parmi les vélos qu'il construit, il y a des vélos qui sont pliants. Et ces vélos pliants seront adoptés par l'armée belge. On le voit d'ailleurs ici, sur cette image avec un soldat. Il y a une jeune fille qui regarde pleine d'admiration le beau militaire qui voyage sur son vélo pliant. Et il y avait des bataillons il y avait un régiment de militaires cyclistes. Alors, parallèlement à ça, il crée aussi le salon de l'auto que nous avons connu jusqu'à maintenant. Le premier salon de l'auto, c'est en bien 1905, c'est ça? Voilà. Même déjà 2 ans avant, il crée le salon de l'auto. Et donc, il a une activité industrielle extrêmement importante. Il est un des moteurs du port de Bruxelles aussi. Mais parallèlement à ça, c'est aussi politiquement un homme de gauche. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'à un moment, lui, industriel, précurseur, visionnaire aussi, va à un moment se lancer dans la politique? Alors, il était déjà proche de la politique depuis ses jeunes années. Ce qui vraiment est le moteur de son engagement, c'est la question du suffrage universel. Il faut se souvenir que dans la Belgique du 19e siècle, tout le monde ne vote pas. Ce n'est qu'après la guerre de 14 que les hommes voteront. Lui, en 1893, il se dit favorable au vote des femmes, ce qui n'est pas mal non plus pour son époque. Et donc, la lutte pour le suffrage universel est une chose qui lui tient à cœur. Et il en est un tellement bon propagandiste qu'il va être mis à la porte du ministère de la guerre, dans lequel il était à l'origine un petit fonctionnaire, parce que c'est une cause qui, à l'époque, semble révolutionnaire, et on trouve que faire du prosélytisme pour une cause pareille, c'est vraiment déplacé. Et donc, il est à la fois un homme, un industriel, mais il reste fidèle à ses idées de gauche, entre guillemets, et par exemple, il donne congé à ses ouvriers le 1er mai, alors que ce n'est pas un jour chômé, il les paie ce jour-là, pour qu'ils aillent manifester pour le suffrage universel, ce qui est tout de même assez étonnant. Ouais, et en tant que patron, que chef d'entreprise, ça a toujours été important pour lui de donner des bonnes conditions de travail aussi à ses ouvriers? Absolument, notamment dans ses charges de bourgmestre. Il a aussi amélioré les conditions de vie des agents de police, des pompiers, des enseignants, etc., en créant des pensions, en les impliquant dans leur travail pour que leur travail ait un sens. Et donc, c'est ce paradoxe qui est intéressant chez ce personnage, paradoxe aussi de ses idées philosophiques, parce que, d'une part, c'est un franc-maçon, c'est un incroyant,
Mais il se rend bien compte qu'il y a dans sa paroisse des gens qui sont croyants, catholiques et autres. Et il va vraiment insister pour qu'il y ait une belle, grande, nouvelle église à Molenbeek, qui est l'église Saint-Jean-Baptiste, pour laquelle il va vraiment pousser les finances de la commune à intervenir. Ce que certains de ses amis politiques trouvent tout à fait déplacé, en disant vous feriez mieux de faire autre chose avec l'argent que de donner ça pour une église. Mais il considère que cette église doit être un point de repère pour la commune, avec son grand clocher, qui est comme un beffroi du Moyen-Âge, avec cette horloge. De partout dans la commune, on doit pouvoir se repérer grâce à ça. Et c'est assez drôle parce que cette église, finalement, elle a un côté aussi architectural plutôt d'inspiration communiste, on pourrait presque dire, dans sa création. Donc, alors, elle est art déco. En fait, elle est art déco, elle utilise des matériaux qui ne sont pas banals à cette époque. C'est très moderne aussi béton. Pour l'époque. Ouais. Oui, alors, mais très soviétique comme ça oui, aussi, je trouve. Elle est très carrée. Je crois que c'est l'art de l'époque, vous savez, un peu partout, on fait la même chose. Ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, il y a des collègues qui trouvent que vraiment dépenser tant d'argent pour une horloge, par exemple, c'est déplacé. Et il y en a un qui croit faire de l'humour et il dit, vous savez quoi, on va faire venir un muezzin. On est en 1930. Hein. Il dit, on va faire venir un muezzin et comme ça, on connaîtra la manière dont la journée est scandée. Et aujourd'hui, curieusement, il y a des gens qui pensent sans rire que c'est un minaret qui se trouve au milieu de la commune. Donc, c'est un personnage vraiment foisonnant et ça valait vraiment la peine de faire cette exposition au Carrevel. C'est un livre collectif auquel des membres du musée de Molenbeek ont participé, des membres de la fonderie ont participé, qui s'interrogent aussi sur son rôle dans la modernisation de la commune. Oui, mais justement, j'allais en venir. Qu'est-ce qu'il a apporté à la commune? Donc, on a parlé de l'église, mais urbanistiquement et au niveau de l'aménagement du territoire, il a apporté beaucoup de choses aussi à la commune. Eh bien, vous seriez étonné si vous allez voir l'exposition en vous promenant dans les jardins du Carrevel, puis c'est une exposition à ciel ouvert. Vous seriez étonné de voir comment il avait aménagé le territoire de la commune à l'époque. Savez-vous qu'il y avait un bassin de natation en plein air avec une plage dans les années 30. Donc ça existait réellement ou c'est ce qu'il avait imaginé? Réellement. Et ça se trouvait où? Ça se trouvait dans l'est de la commune. Et il y avait des terrains de tennis, il y avait des tas de choses qui ont disparu au fur et à mesure. Il ne reste plus que le stade, mais il y a eu des installations sportives beaucoup plus importantes. Il a aussi fait une lutte contre les taudis. Parce que c'était une commune pauvre, ça a toujours été une commune pauvre. Et donc, il y avait des logements qui étaient insalubres, avec des épidémies qui se développaient. Et donc, il a eu une politique systématique de destruction de taudis pour créer des logements sociaux, dont certains résistent encore au temps. Ouais, donc il a fait construire de nombreux logements sociaux, et notamment dans le quartier où on se trouve ici, parce qu'on est dans le quartier maritime. Oui, et il a contribué au développement du quartier maritime. Le développement du quartier maritime est un développement de cette époque-là. Il habitait au boulevard Belgica. Et alors, Belgica, j'ai déjà cité ce mot, c'était la voiture qu'il avait créée. Donc le nom de la station de métro, c'est par rapport à Météoui aussi? Alors, c'est ça la grande question. C'est que le conseil communal avait décidé d'appeler cette nouvelle artère où il allait avoir sa maison, boulevard de la Belgica. Le conseil communal... Parce que le nom de la voiture, c'est la Belgica. La Belgica. Et elle commençait à avoir du succès sur le marché international. Donc, certains pensent, avec des arguments, que Belgica, ça n'avait rien à voir avec le pôle Sud, mais que c'était la mission scientifique. La mission scientifique au pôle Sud, mais qu'il se pourrait bien que ce soit en honneur de la voiture et de Météoui qui habitait ce boulevard Belgica. Maintenant, il est peut-être trop tard pour changer la décoration de la station de métro qui montre des manchots et
des glaces. Mais ça montre tout l'impact qu'il a eu à son époque. Oui, et donc, pour revenir un peu à ce personnage et un peu à ce qu'il était, donc c'était vraiment un homme de contradiction, parce qu'il était libéral, mais il avait des idées libéral avec des idées de gauche, il était anti-religieux, mais il fait construire une église. C'était ça aussi, oui, Louis l'intérêt du personnage, c'est que c'est un personnage humain, donc plein de contradictions. Alors peut-être aujourd'hui, ça semble drôle de dire un libéral de gauche, mais à l'époque, la gauche, ce sont les socialistes et les libéraux. Et une des facettes de son personnage, c'est aussi son attitude pendant la Première Guerre mondiale, où il s'avère non seulement un patriote, comme c'était de norme à l'époque, mais il a résisté à l'occupant qui lui demandait de donner la liste des chômeurs de la commune de Molenbeek. Il savait bien que s'il donnait cette liste, tous ces gens allaient être déportés pour travailler en Allemagne. Et donc, il aurait eu cette liste sous la main, mais il aurait dit « J'ai la liste ici, mais je ne vous la donnerai pas ». Et on n'a pas osé l'arrêter parce que ça aurait été un scandale, ça aurait remué l'esprit patriotique. Et en fait, il était très populaire parce qu'il avait essayé de créer un rationnement qui soit égalitaire entre les gens pour qu'il n'y ait pas une trop grande misère pendant cette guerre de 14 où la population a beaucoup souffert. Alors, il a été bourgmestre entre 1919 et 1938. Et en quelques mots, après, qu'est-ce qu'il est devenu ? Alors, c'est une belle histoire familiale dans le sens où c'est un mariage d'amour. Il a épousé Céline Fischer, qui est une femme énergique, qui partage ses idées de gauche, qui l'accompagne. Elle va l'accompagner, et on est là tout au début du siècle, elle va l'accompagner jusqu'en Algérie, dans une oasis à Gardaïa, ce qui n'était pas banal à l'époque. Et tous les témoignages concordent pour dire que c'était vraiment un excellent ménage. Ils fêtent leurs 50 ans, ils ouvrent ensemble le bal, etc., leurs 50 ans de mariage. Et elle meurt en 38. Et il remet sa démission en disant, bien sûr, c'est l'âge, mais c'est aussi que je suis atteint d'une profonde dépression depuis que ma compagne de tant d'années a disparu. Et il va mourir peu après, pendant la guerre. Et comme on est en temps de guerre et que les médias sont évidemment contrôlés par les Allemands, il n'aura qu'un tout petit encart vantant ses mérites industriels, mais ne parlant absolument pas de tout ce qu'il avait été pour les personnes de son époque. Eh bien, vous nous parlez vraiment d'un homme hors du commun qu'on a plaisir à découvrir et que donc on peut découvrir en lisant cet ouvrage, Louis Méteuil. On a bien compris que c'était bien plus qu'un boulevard. Et puis, je rappelle qu'il y a cette exposition qui démarre, je crois, elle démarre après-demain, jusqu'à fin septembre, quasiment. Et donc, elle se passe tout l'été au Carreveld. Et comme vous l'avez dit, c'est en plein air. Donc, c'est un bel endroit pour aller se balader. Et puis, pour en savoir un petit peu plus sur ce personnage hors du commun. Merci, Anne Morelli, d'avoir été notre invitée ce midi. Merci.